Nous voici de nouveau réunis en ce jour pour continuer notre colloque. L'idée à présent est de commencer une séance de questions-réponses. Donc vous avez évidemment, là vous avez l'opportunité de réagir, d'apporter des commentaires, de poser directement vos questions aux intervenants. Et je pense que des micros sont prévus. Donc attendez d'avoir le micro pour poser votre question, pour plus de simplicité, pour les traducteurs et effectivement que nous saluons au passage. Est-ce qu'il y a une première question? Il y a déjà une première question. I had a question for Lord Norton. Thank you for your interesting presentation. You've talked about the culture of constitutionality, and I wondered how acquainted the general public is with it. You've mentioned that when there's a failure of a few representatives, the public sees this as a failure of the whole system. But when a party flouts these moral conventions, these political conventions, can the public see that the failure of the system happened due to these individuals, or does it, are they able to understand what caused it, or do they just see the failure of the system? Merci beaucoup. Je vous propose que l'on prenne une petite salve de questions avant de commencer directement les réponses. Donc, est-ce qu'il y a une seconde question? Oui, il y a une question dans le fond. Ce qui permet à l'ENA de faire plusieurs kilomètres aujourd'hui. Merci. Oui, moi c'est sur la question des enjeux du long terme. Je vais avoir une question, enfin remarque question un petit peu provocante peut-être, mais est-ce que c'est vraiment utile de réfléchir à toutes ces institutions du long terme, dans la mesure où est-ce qu'on n'a pas en réalité aujourd'hui déjà toutes les informations en fait disponibles quant à la question des enjeux écologiques, numériques, etc. Ils existent aujourd'hui. La question, c'est pas des évaluations sur le long terme, me semble-t-il. La question, c'est aujourd'hui de trouver les moyens d'imposer aux politiques de les prendre en compte. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. Du coup, on se dirige pas sur les mêmes outils, en fait, exactement. C'est comment on force un politique à prendre en compte ce qu'on sait quand même très bien, c'est-à-dire qu'en matière écologique, si on réagit pas, on va dans le mur. Et on sait comment on y va, on sait à peu près vers quoi on tend. Les informations, on les a. Aujourd'hui, par exemple, en France, on a une administration qu'on décrit en permanence, mais qui produit des rapports qui sont assez exceptionnels, qui sont pléthoriques. On connaît les enjeux. Voilà. La question, c'est de quelle manière on pousse le politique à prendre en compte ce qu'on connaît, désormais largement et qui est largement documenté. Merci beaucoup. Peut-être une autre question? N'ayez pas peur. Oui, une question ici. Thank you. Sorry, in English, apologies. I've got two questions. One for Philip Norton, first of all. With very interesting papers, all three, thank you. Philip, on the question of confidence and the relationship with trust, one of the features of parliamentary practice, as you of course will know in the UK, is growing rebelliousness of MPs within Parliament. I wonder, do you think that growing rebelliousness has an impact on popular trust? Because of course you made the point, which I think was an interesting one, about individuals being, the way individuals behave being used to judge the collective institution. And bearing in mind, I think, as I recall from some political science studies I've read, rebelliousness of MPs is seen as quite popular among MPs. But then at the same time, if those MPs are seen in an institutional sense as being rebellious and bringing Parliament into disrepute, and you think of all the 2017 to 2019 Brexit disputes that we had, I just wonder what you think that kind of underlying shift to more rebellious politicians, what the impact on popular trust and public perception of Parliament might be. And then a second question for the Belgian colleague, anyone who feels that they want to chip in on it. I think in your paper you mentioned a few times that about the relationship between individual and collective responsibility. And individual, I think you said, melts into collective responsibility a number of times. And that was very interesting to hear, thinking about
the relationship between individual and collective responsibility in the British system, where I would say we probably don't see that same connection in many ways. Perhaps, if I was put on the spot, I would say individual responsibility is still probably the prime, certainly when we're talking about scandals and poor performance of government. Individual responsibility is often the primary vehicle through which those sort of debates are had. This minister has performed poorly, this department has performed poorly, it is their fault individually. So I just wonder whether you think that relationship between individual and collective in the Belgian context, is that a function or related to the nature of the Belgian political system, that there is such an emphasis on dealing with things through collective rather than individual responsibility because of the circumstances of the way governments function? So, thanks. Merci beaucoup. Puisque ici nous avons 4 questions, peut-être une toute dernière, comme ça nous en avons 5. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ce chiffre. Donc, est-ce qu'il y aurait une dernière question ? Non, vous ne voulez pas me faire le plaisir d'avoir 5 questions. C'est d'une tristesse. Personne ? Bien, je pense que nous allons commencer alors avec cette série de 4 questions. J'invite peut-être, professeur, si vous voulez en fait commencer. Professeur Norton, vous voulez débuter ? Right. If I may, I'll take them in reverse order. What about confidence and growing rebelliousness? I'll talk about that first question, and growing rebelliousness more or less out of self-interest, because that's what my academic career is built on. Looking at parliamentary rebelliousness, so the person who's benefited most is actually me, because I monitored it and drew attention to it, and then looked at the significance of it. To some extent, you can, from a parliamentary point of view, you can argue it's quite healthy because it keeps the government on its toes, because ministers have to look over their shoulders. So until about 1970, governments had an overall majority. They were guaranteed they're going to win a vote. Since 1970, they've not only been assured they're going to win, but not always guaranteed. So they've got to be more wary. They've got to listen to what members are saying. And what you see in terms of members voting against their own side, which has increased since the 70s, the effect of it will vary depending on the overall majority. What you've got to bear in mind is the public dimension is to some extent the tip of the iceberg, because a lot of what happens is behind the scenes. And that's something else on which I've written quite a lot in terms of the interaction that goes on behind the scenes that scholars tend to ignore because it's not observable and measurable. But it matters because that will quite often determine what goes on. So quite often a united party reflects division, publicly united, because divisions have been resolved through private means. The party caucuses and so on can be quite important. If it's not resolved there, then it becomes public. And I say that can be quite healthy. It keeps the government on its toes. You touched upon the point that electors may favour their members. I mean, a lot depends on the situation, the issue, particularly if it's constituency related. So that benefits. So it's not the system that's, in terms of popular perception, that's threatened. It's more the parties that suffer politically, because it's a dictum of politics that electors do not reward divided parties. And that's been pointed out recently with the fate of the last government. So it's the parties who suffer. Otherwise, I don't think there is a great disbenefit as long as the rebelliousness itself then does not challenge the capacity of government to actually govern in the sense of delivering a fairly coherent programme of public policy. So it can challenge, rebelliousness can result in sort of challenging government, keeping it on its toes, constrain it, but not preventing it from being government, having a coherent programme of public policy on which it can then stand before the electors at the next elections to be held to account. That is the fundamental point about having a party in government. Stands before the electors as the body answerable, responsible for public policy. But in between elections, members helping keep it on its toes. And that's why that's my point about the intra-party mode of executive-elected relationships is so important in a system with
an overall majority. I'll leave it to my colleague to talk about individual responsibility in a British sense. That is important, but ministers individually tend to be protected then by collective responsibility, because ministers rally round, then call on their majority to protect the minister. So ministers are answerable for their departments, but it's very rare they would resign because of some error performed as a minister. I mean, we tend to say, oh, you hear this quite often, you'll be aware of this, people, oh, nowadays ministers don't resign, in the old days resigned. No, they didn't. It's a myth. They only resigned personal scandal, something like that, rather than mishandling of their department. So I think those are the points there. Sorry, the long-term, next take, I say, reverse order. On the point about long-term, I agree completely with your point about challenges. We can identify the challenges. I think the real problem is mobilising politicians to address those challenges, because they will be driven by self-interest. You will not necessarily get unity of how to tackle those when it's in the short-term interest of the parties. So, yes, climate change is a problem. Hang on. But if we tackle it, it's going to be the disbenefit of current electors in doing that. So we're not quite sure about that. So the real issue is not identifying I think, the future challenges. It's actually getting agreement on how to tackle them, for which you need all-party agreement, because you can get, obviously, changes in government. So you need to have that element of continuity in tackling them. So that I think is the real challenge. On the first sort of combined questions, constitutionalism, are people there familiar with the concept? Well, no. And in a way I'd hope they weren't, because it's so imbued, because it's not to do with thinking about constitutionalism as such, it's just that imbued element of accepting the legitimacy of the process, that the people in place are there to give effect to ensuring that the system works. So it's the underpinning, in a way it's a bit like the earlier point made about diffuse support. The legitimacy of the system is important, because that's why it works. So that, in effect, the executive is the creature of the constitution, not the other way round. Because that's the problem with authoritarian systems. You've got constitutions that exist in written form, but they're the creature of the regime. So there's constitutions, codified constitutions, but no constitutionalism. We've got a constitution in the UK, but it's uncodified, but you've got constitutionalism. And so it's eminent in the system, rather than something that you necessarily need to discuss. It's if you start to question it that you start to worry, because people then are actually starting to challenge it and think about it. Parties flouting conventions. Well, they would get no, they tend not to. And it's not so much parties, but it's more politicians, those in government, because those are the ones largely bound by conventions, the rules of behaviour that are treated as, what was David Feldman put it, right behaviour. So it's the politicians making the system work. So it's in their interest to make it work. If they push against it, it gets noticed. Boris Johnson was the one who came closest to that. And the public opprobrium was such that I think that then sort of forced him to stand back. So there is an acceptance of those. And as I say, if they work against them, which is rare, there's a pushback or there's some adaptation to take account of it. So more recently, I say Boris Johnson, particularly over prorogation. Otherwise, if there's a problem, for example, I mean, the only instances that come to mind was the problems on the Conservative side with how they used to choose a leader. 957, 963, it brought the sovereign into having to make a choice. This was so they changed the rules for electing the leader. So we tend to adapt to that. So there's not too much flouting because it's in the self-interest of the politicians not to do that. So we've got issues, but those aren't the issues that are problems with the current system. Thank you very much.
Peut-être pour continuer le cycle des présentations, peut-être donner en fait la parole à Julien et à Mathias. Tout à fait. Donc sur la manière dont on voit la responsabilité politique individuelle en tension avec la responsabilité politique collective, est-ce une spécificité belge? Je ne sais pas, mais en tout cas, pourquoi est-ce en Belgique une spécificité? C'est bien entendu, comme on l'a vu, lié au contexte historique. Ce contexte historique permet vraiment de comprendre qu'il a toujours existé cette responsabilité politique individuelle considérée comme à part de la responsabilité politique collective. Mais hormis ce contexte historique, il y a aussi quelque chose à dire de l'objet de la responsabilité. On ne parle pas de la même chose lorsqu'on parle de la responsabilité politique collective et de la responsabilité politique individuelle, parce que le champ de la responsabilité est différent. Traditionnellement, on va considérer que la responsabilité politique collective est activée, concerne la politique générale du gouvernement, ce qui véritablement est lié au projet politique de la coalition gouvernementale, alors que la responsabilité individuelle va couvrir en fait l'action ou l'inaction d'un ministre individuel dans le cadre de son portefeuille ministériel, et dans le prolongement de ceci va couvrir aussi, comme on l'a dit, ou comme on ne l'a pas dit, la responsabilité pour le fait d'autrui, qui existe évidemment dans d'autres États, la responsabilité du département ministériel, de l'administration, etc. Et encore un élément par rapport à cela, donc la responsabilité politique individuelle ne concerne pas uniquement des cas de scandale individuel qui toucheraient un ministre individuellement dans sa personne. La responsabilité politique individuelle va aussi être activée dans l'hypothèse justement d'un dysfonctionnement au sein du service du ministre en question. Donc il y a une logique consistant à protéger, entre guillemets, le gouvernement contre un problème, par rapport à un problème qui ne concerne qu'un ministre ou que l'administration d'un ministre en particulier. Je ne sais pas si... Non. Merci beaucoup. Alors, pour la meilleure d'entre nous. Alors, sur la question, premièrement, on a déjà toutes les informations disponibles. Donc, oui, on a les informations, les rapports scientifiques sur si on ne change pas la direction sur le changement climatique, le dérèglement climatique, on sait où ça nous mène. Mais je pense que justement, cette question-là doit être un peu politisée. Donc, premièrement, on sait ce qu'il faut faire. En réalité, il y a beaucoup de scénarios différents. Et le GIEC en identifie, je crois, plus de 8000. Il y a plein de pistes différentes pour arriver à des objectifs soutenables, en partant du postulat qu'on souhaite que l'humanité vive encore dans des conditions vivables, ce qui est aussi un postulat que peut-être tout le monde ne partage pas. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que le futur est fondamentalement politique. Et on peut décider, par exemple, que la géo-ingénierie est quelque chose qu'on peut accepter dans un certain temps, le temps qu'on trouve une autre solution. On peut décider plus ou moins d'État, plus ou moins de marché, plus ou moins de planification. On peut décider aussi quel degré de justice sociale dans les transitions à venir. Donc en gros, on a les informations scientifiques, mais il y a de très nombreuses visions du futur et elles sont toutes très politiques. Donc je ne suis pas sûre qu'on sait vraiment ce qu'il faut faire. On sait l'objectif, on sait les conséquences si on n'atteint pas ces objectifs, et encore, c'est très incertain. Je veux dire, certaines conséquences sont très incertaines, mais on a plein d'options politiques en réalité. Deuxièmement, on n'a pas le grand récit qui va avec finalement, parce que chacune de ces transitions, on sait le monde dans lequel elle nous plongerait, plus ou moins, mais, et là je me réfère à certains travaux, c'est pas toujours soutenu par un grand récit comme les utopies politiques passées pouvaient l'être. Troisièmement, on n'a pas forcément, justement, et ça je pense, on manque d'analyse détaillée sur la vision du futur du gouvernement en place. Et ça, donc, c'est ça que certaines institutions visent à faire, c'est à forcer le gouvernement à délivrer sa vision du futur, au moins pour que l'on ait l'information et qu'on puisse la discuter. Par ailleurs aussi, donc plus précisément, les législations, les politiques publiques ne sont pas toujours accompagnées d'une vision prospective.
Et l'idée, c'est aussi de forcer à ce qu'on délivre aux citoyens cette vision prospective pour qu'elle soit discutée. Et on n'a pas forcément non plus tous accès à un jugement critique de ces visions du futur. En fait, il faut être assez calé en prospective, je regarde Guillaume, pour avoir une vision critique du futur et des différents futurs possibles, pour identifier celui qui est souhaitable. Donc, on a les infos, bon, c'est pas, voilà. Et par ailleurs, on parle de mobiliser, forcer le pouvoir exécutif. Bon, si on partage l'hypothèse qu'on veut arriver à cet objectif, et moi j'ai plutôt envie que l'humanité puisse continuer à vivre, il faut se poser la question, en réalité, de manière assez froide, de savoir si on est vraiment toujours sur les bonnes pistes pour mobiliser ce fameux pouvoir politique. Et c'était un peu ce que j'essayais de discuter ici. Jusqu'à présent, on multiplie les responsabilités légales. Traités, obligations juridictionnelles. Bon, si on lit ce mouvement avec des lunettes confiance, c'est pas certain que ce mouvement soit toujours constructif au niveau de la confiance. Parce que finalement, qu'est-ce que ça implique ? Ça peut éventuellement, mais j'ai pas d'analyse empirique, mais ça peut peut-être augmenter la confiance de ceux qui veulent des mesures fortes. Ça peut aussi augmenter la confiance de ceux qui veulent ces mesures envers, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme dans ses décisions récentes. Mais ça peut diminuer la confiance dans les autorités nationales parce que leur marge de manœuvre est réduite. Et on a vu que la capacité d'action était liée. Ça peut aussi diminuer la marge de confiance dans le gouvernement parce qu'il y a fort à parier et qu'il n'assumera pas les décisions qui lui sont imposées. Et donc, il n'assumera pas l'approche globale qui lui est comme ça imposée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis juste que je ne sais pas si, sur le plan, avec une analyse froide du point de vue de la confiance, ce soit toujours le meilleur moyen, ce qu'on a utilisé pour le moment. Donc, et d'ailleurs, l'exemple suisse le montre bien. Le Parlement suisse a bien dit qu'il ne respecterait pas l'arrêt, parce que ça lui paraît être contraire aux principes démocratiques. Donc, et en Belgique, 8000 ordonnances, faut pas, voilà, manifestement, dans une analyse froide du point de vue de l'effectivité, montre que le recours au juge pour, alors ça c'est mon hypothèse, pour pallier l'absence de responsabilité politique, ou la faiblesse de responsabilité politique, donc ce recours, dont je suis responsable, parce que j'ai parfois aussi utilisé cette voie, mais se montre parfois, en fait, une impasse. Et donc, face à ce constat, peut-être qu'il faut se dire, en fait, non, essayons de réinvestir la responsabilité politique dans ce qu'elle avait de plus dur, la projection dans l'avenir, en imaginant des institutions qui vont forcer l'information, la lisibilité, la justification sur la vision du futur. Je ne dis pas que ça va forcément marcher. J'ai bien dit dans ma présentation qu'il allait falloir évaluer toutes ces institutions, notamment développées dans ce livre. Mais je dis juste qu'il faut être critique par rapport à ce qui est développé aujourd'hui, parce qu'il n'est pas certain que ce qui est développé aujourd'hui soit non plus ce qui va mobiliser le pouvoir exécutif. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais on gardera ça pour le drink. Merci beaucoup. Je vois qu'il est déjà 16h43. Bulle spatio-temporelle, tout à coup, non, 16h43. Je pense qu'on va bientôt arriver aux conclusions, mais peut-être s'il y a encore une ou deux questions éventuellement. Je vois qu'il y a une question. Oui, merci beaucoup pour ces interventions à nouveau très intéressantes. Pour essayer de faire le lien entre ce panel-ci et celui d'hier sur l'exemplarité, je vous soumets une réflexion sur l'articulation entre responsabilité individuelle et responsabilité collective du gouvernement dans la perspective d'un contrôle d'exemplarité. Et vous me direz si, de votre point de vue national, ça fait écho à des choses ou pas. Il me semble qu'on peut identifier historiquement trois phases. Une première phase au Royaume-Uni via l'impeachment, en France via les chartes successives des monarchies constitutionnelles, où on mettait en accusation un membre du gouvernement à titre individuel et essentiellement pour son comportement personnel, quitte à fabriquer une accusation pour les besoins de la cause et pour des raisons politiques. Puis toute la démarche du constitutionnalisme a consisté à collectiviser la responsabilité, à ne plus exiger d'infraction
pour engager la responsabilité du gouvernement. Et donc apparaissent ces conditions d'une responsabilité de type politique, mais dans laquelle, du coup, la responsabilité individuelle est englobée dans la responsabilité collective du gouvernement. Et en conséquence, souvent, la responsabilité collective du gouvernement protège le ministre en tant que membre de la majorité, à moins que la majorité veuille renverser le gouvernement, ce qu'elle ne souhaite en général pas. Et là, aujourd'hui, on arrive, en tout cas en France, ça a été analysé notamment par Olivier Beau, dans une troisième phase de la responsabilité, où la responsabilité collective ne marche plus, la responsabilité politique ne fonctionne plus, et où on revient vers un type de responsabilité plus individuelle. Et cette responsabilité individuelle a pour caractéristique, d'une part, de s'engager plutôt sur le terrain pénal, de criminalisation ou pénalisation de la responsabilité, et non plus sur le terrain politique, d'une part, et d'autre part, souvent, d'être instruite devant l'opinion publique, et non plus devant une arène parlementaire. Ce qui explique qu'on ait des démissions en cascade pour des affaires qui parfois ne donnent jamais lieu à un jugement, mais parce que la pression face à l'opinion publique est trop forte. Et on a l'impression que la protection collective de la responsabilité gouvernementale politique ne protège plus, ne parvient plus à protéger les ministres. À partir de l'expérience française, et je voulais savoir si ça faisait écho aussi à une réalité de vos côtés. Je vous remercie. Vu en fait l'ampleur de cette question, je vous propose en fait de ne pas en prendre une deuxième, pas tout de suite en tout cas, et de commencer les réponses, mais en inversant peut-être l'ordre cette fois-ci, pour commencer peut-être par Céline, si elle a quelque chose, pour changer un peu. Je suis un peu chaotique, voyez-vous. Très rapidement, je pense qu'il n'y a pas le même mouvement en Belgique de criminalisation des gouvernants, mais je vais passer la parole peut-être à Mathias et Julien qui ont peut-être plus de... Mais on n'assiste pas au même mouvement, et moi je poserais l'hypothèse, mais c'est une hypothèse, que nous, c'est davantage via la mobilisation de la responsabilité civile, de procès devant le juge civil, en fait, qu'est engagée une responsabilité politique, par ailleurs introuvable, pas tellement individuelle, parce que celle-là, comme Mathias et Julien l'ont bien expliqué, elle est plutôt existante, mais par rapport à d'autres enjeux collectifs, là, on va plutôt aller, en fait, en responsabilité civile de l'État. Enfin, ça, c'est mon hypothèse, mais je laisse Julien et Mathias. Oui, moi, je suis d'accord avec ce que Céline vient de dire sur la responsabilité civile et sur le troisième point, donc l'idée de la responsabilité collective qui ne fonctionne plus et la responsabilité individuelle qui prendrait le relais en quelque sorte. Il y a certains phénomènes, effectivement, qu'on peut observer sur l'actualité belge politique et constitutionnelle, notamment favorisée aussi par des données qu'on peut voir aussi en termes de composition des parlements et de données électorales, c'est qu'il est très très difficile aujourd'hui d'imaginer de faire tomber des gouvernements parce qu'il y a très peu d'alternatives dans la composition des gouvernements. On a des formations de gouvernements extrêmement longues qui fait qu'à un moment donné, quand il y a une équipe qui se met en place, il y a une tendance, en tout cas ces dernières législatures, à la mener jusqu'au terme de la législature. Mais par contre, tout au long de la législature, ce que je disais tout à l'heure, on voit effectivement qu'il y a une série, néanmoins, de ministres qui quittent le navire. Julien l'a dit tout à l'heure, hein, pas forcément sur des questions... Enfin, ça dépend ce qu'on dit par scandale, évidemment, puisque une affaire politique peut être montée en scandale, mais pour des questions, une série de responsabilités politiques. Le dernier exemple en date, on n'a pas évoqué beaucoup de cas concrets, par faute du temps, on a eu très peu de temps pour parler. C'est un ministre de la Justice qui a démissionné parce que le parquet n'avait pas traité une demande d'extradition d'une personne qui avait... qui était en Belgique et qui a commis un attentat terroriste. Donc là, ici, on est dans quelque chose qui est pure application, là, vraiment de la responsabilité du fait de son administration, au sens un peu plus large, évidemment, mais qui, là, pour le coup, a fonctionné. Ça ne m'a pas remis en cause toute l'équipe gouvernementale, etc. C'est un ministre. Alors, il y a eu la question de savoir si d'autres ministres, via leurs compétences, donc à nouveau, uniquement sur un terme fonctionnel, en termes de migration, enfin d'asile et migration, en termes de ministre de l'Intérieur, est-ce qu'elles étaient aussi concernées? Mais c'est resté une question de responsabilité individuelle, pour le coup, et pas de responsabilité collective à ce point-là. Donc il y a encore certains cas comme ça, et ce n'est pas le seul cas qu'on a connu ces dernières années, où dans une responsabilité vraiment de nature politique, avec
un mouvement pénal qui n'a pas tellement, qui s'est pas tellement imposé. Il y a un usage, une habitude qui est d'ailleurs assez critiquée, consistant à faire immédiatement démissionner les ministres qui sont inculpés. Mais le dernier cas est assez ancien, enfin ancien si on peut dire. Il date de 2015, je pense. Oui, 2015, 2016. Mais qui est une forme, là, ici, mais bon, très embryonnaire, puisque ça implique simplement une inculpation, et la personne en question, d'ailleurs, n'a toujours pas été jugée. Donc on parle ici, même pas une question d'être innocenté. Ici, toute la procédure pénale n'est pas encore terminée par rapport à cette personne qui n'est plus ministre depuis très longtemps, mais qui a dû démissionner en 2015 ou 2016. Donc à ce niveau-là, il y a des questions pénales qui peuvent intervenir pour cette question de responsabilité politique, mais il y a eu dans l'histoire plus ancienne, on va dire, de la Belgique, dans les années 80 et 90, mais cette tendance-là, on peut moins l'observer sur l'histoire plus récente, on va dire. Et pourtant, il y a eu une série de démissions provoquées par une forme de responsabilité individuelle. Donc, c'est pas effectivement, il n'y a pas eu comme en France à la suite du sang contaminé ou d'autres éléments, un mouvement qui s'est intensifié. Et on avait pu craindre même qu'avec notamment le Covid, il y ait toutes des questions comme ça qui reviennent, parce qu'il y avait quand même certaines poussées en cette forme, mais ça ne s'est pas matérialisé en tant que tel par véritable responsabilité pénale qui a pu jouer. Et en revanche, le Parlement a quand même encore un rôle là-dessus. C'est-à-dire que vraiment dans quasiment toutes les démissions qui ont eu lieu ces dernières années, les outils du Parlement ont quand même contribué à faire monter la pression sur un ministre. Parce qu'un ministre est quand même, à un moment donné, obligé de venir, c'est médiatisé, il peut être vraiment mis sur le grill de la part de parlementaires qui ont toute une série... dans leur position et dans leurs outils, des choses comme ça. Donc, et aussi des outils plus contraignants comme des menaces de motion de méfiance, etc. Mais donc, ces outils parlementaires, le Parlement a été, pas le seul, mais un des théâtres qui a provoqué aussi ou qui a accéléré parfois la chute aussi de ces ministres. Merci beaucoup. Professeur Norton, si vous voulez add something. Yes, very quickly. Thank you very much. Sorry, Westminster gets the last word. I start with a very technical point, but it's the sort of audience this might appeal to. In looking at collective and minister and individual responsibility, we tend to refer to them as conventions. I term them doctrines. I won't dwell on that because it gives me an opportunity to say if you want to know more about that distinction, you'd have to get one of my recent books called Governing Britain, available from all good booksellers. In terms of collective and individual responsibility, I've touched on the point before, so I don't need to dwell. Collective responsibility sort of tends to subsume the individuals, it protects them. So ministers are fairly secure, but there is both the political and legal liability. The legal is not in terms of anything to do with criminal law, it's administrative law. They could be challenged on, they can be subject to judicial review if they actually ultra vires. So that's fairly straightforward. There's more of it nowadays. Judicial review is extremely extensive, and ministers and civil servants were given a doctrine called the judge over your shoulder to beware of the courts and what they can do in terms of challenge under judicial review. Individual responsibility politically is significant, but not because of the chamber, the House itself. It's more towards the party. So the party caucus, is the minister jeopardising the party's role? So if a minister goes, it's not because the whole House has taken any action against them. It's because essentially the parliamentary party, the party caucus, if the minister has lost the confidence of their supporters behind them, parliamentary caucus, then they may go. There have been some very high-profile cases of that in the United Kingdom, where they've lost the confidence of the parliamentary party. But otherwise, as long as they maintain the confidence of their colleagues, they are secure.